Edgar Morin est né en 1921. Il va s'engager dans la résistance et militer au Parti communiste jusqu'en 1951. Connu comme sociologue, il est maintenant l'auteur d'une trentaine d'ouvrages. À partir de 1951, date de parution de L'Homme et la mort, il va progressivement orienter ses recherches vers ce qu'il appelle une double ouverture, celle de la sociologie vers la biologie et de la biologie vers la sociologie. En 1973, il publie un livre intitulé « Le paradigme perdu, la nature humaine ». Dans le paradigme perdu, donc, vous préconisez une double ouverture. Une ouverture de la sociologie d'un côté, et puis une ouverture également de la biologie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette double ouverture? Je considère tout d'abord que l'homme est péninsulaire, c'est-à-dire il n'est pas insulaire, isolé des autres êtres vivants, mais en même temps il en est différent. Et je pense que, si vous voulez, l'homme est quelque chose qui est à la fois ouvert sur la nature biologique et physique dont il est issu, mais en même temps fermé, c'est-à-dire il a une identité propre qui ne peut pas se réduire. Et la double ouverture, ça veut dire on ne peut pas comprendre l'humanité sans l'enraciner dans le biologique. Par exemple, on continue dans les universités à étudier d'un côté l'homme biologique, ou le cerveau, et de l'autre côté l'homme culturel et l'esprit, alors que les deux sont des aspects du même phénomène. Donc il faut nous enraciner dans l'univers de la vie, mais en même temps, il faut comprendre que la vie, elle doit être ouverte, c'est-à-dire que l'homme prolonge la vie. Il crée des vies nouvelles, notamment la vie de l'esprit, la vie des choses de l'esprit. Autrement dit, bien entendu, l'esprit, les idées, les théories, les philosophies, ce sont des choses qui ne se retrouvent pas au niveau de la vie animale, mais ce sont des choses qui ont une certaine qualité vivante. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre biologique et anthropologique, il faut les ouvrir l'un sur l'autre. Du même coup, il faut repenser donc le rapport de l'humanité à l'animalité. Dans le paradigme perdu, on trouve un chapitre qui s'intitule « Les animaux, nos frères inférieurs ». Alors pourquoi frères et pourquoi inférieurs? En quel sens? Frères, dans la mesure ou dans le sens, tout d'abord, où nous sommes des super primates. Les primates, ce sont notamment, dans les plus connus, sont les chimpanzés ou les gorilles, déjà commençaient à utiliser occasionnellement l'outil. Les chimpanzés déjà ne connaissaient pas l'inceste entre la mère et le fils adulte. Il y a beaucoup de traits qui apparaissaient occasionnellement chez les chimpanzés, comme le bipédisme aussi, que nous avons évidemment hyper développé. Nous sommes des super primates, nous sommes des super mammifères, parce que nous avons hérité des mammifères le rapport particulier de l'enfant entretenu, nourri à la mère, et ce rapport profond, cette affectivité typique des mammifères, et ce sens du jeu qu'ont les jeunes mammifères, et le sens de la stratégie qu'ont les mammifères. Je dirais, nous sommes des super animaux, et je dirais, nous sommes des super vivants, parce que nous avons développé les qualités propres à la vie dans notre domaine. Alors pourquoi inférieur? Ça n'a pas, dans ma bouche évidemment, ce n'est pas quelque chose de péjoratif. Ça veut dire que nous avons supérieurement développé les qualités cérébrales qui se trouvent dans la lignée des vertébrés, des mammifères et des primates. Qu'est-ce que vous appelez donc à l'intérieur de votre ouvrage, le paradigme perdu, la juvénilisation de l'espèce humaine? Vous semblez accorder une importance particulière à cet aspect des choses. Vous savez que le biologiste Bolk avait, dans les années 1920,
constaté que l'homme adulte avait les caractères de l'embryon, enfin du fœtus du singe. C'est-à-dire qu'on n'a pas de poils, on a le visage droit, on a même, disons, le gland qui ne s'est pas dégagé du prépuce, on a des signes d'infantilisation anatomique. Mais à ceci, il faut joindre une infantilisation psychologique. On garde des traits adolescents et enfantins durant toute la vie adulte, notamment le jeu, la curiosité, etc. Il y a eu ce formidable ralentissement de l'évolution de l'éducation de l'enfance qui fait que même l'adulte, même s'il s'en cache, il reste un gamin. Et cette juvénilisation est tout de même liée aux facteurs, disons, d'invention, de nouveauté, de déviance. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Eh bien, c'est un des aspects, mais on peut le voir sous un... Bien entendu, vous avez tout à fait raison, mais il faut le voir sous un autre aspect. C'est l'aspect de l'homo que j'appelle sapiens des minces, parce qu'on parle de l'homo sapiens, n'est-ce pas, l'homme raisonnable, mais j'ai dit cet homme raisonnable est aussi un animal fou. Il a en lui des caractères délirants qui s'expriment aussi bien dans sa mythologie que dans son comportement, dans sa violence, et on ne peut pas dissocier ces deux termes, et je pense que c'est dans ce rapport étrange de folie et de sagesse et de raison qu'il y a un des aspects, des sources de l'invention humaine, et qui est aussi une des sources de la cruauté et des déferlements horribles de l'histoire humaine. Je crois que si on considère la complexité, notamment la complexité cérébrale, la complexité vivante, elle comporte une aptitude à tolérer du désordre et à utiliser le désordre et le hasard. Et autrement dit, ce qui se passe dans notre cerveau se fait avec des bruits internes absolument incroyables. Et je crois que cette capacité du cerveau à pouvoir mêler l'ordre et le désordre, à pouvoir éventuellement utiliser le désordre, à ne pas se laisser submerger par lui, c'est un caractère proprement humain. Alors donc, doué de déraison, c'est-à-dire que finalement, c'est cette déraison qui a été féconde, bien qu'il a pu être dans d'autres occasions désastreuse. Vous insistez beaucoup sur la notion de totalité, d'unité de l'homme. Ben, l'unité de l'homme, ça veut dire d'abord que si diverses soient les espèces et si diverses soient les natures, les cultures, il y a un caractère fondamentalement commun, pas seulement génétique, mais évidemment cérébral. Alors, il faut être capable de penser toute la diversité humaine, mais de ne jamais oublier cette unité humaine. Deuxièmement, l'homme est un être multidimensionnel, c'est-à-dire que nous sommes des êtres relevant d'une espèce, nous sommes en même temps des individus, nous relevons de la société, et dans nos sociétés, il y a des caractères économiques, il y a des caractères historiques, il y a des caractères démographiques, etc. Et concevoir une vraie science de l'homme, ce que j'appelle une anthroposociologie, c'est être capable de concevoir cette multidimensionnalité. Donc, pour repenser l'humanité, il est absolument urgent de repenser sa relation à la nature. Oui, et de deux façons fondamentales. Bon, la première, c'est d'en finir avec l'illusion qu'on est naturel jusqu'au ventre et puis spirituel par la tête. La preuve que c'est faux, c'est que le cerveau est un organe totalement biologique. Je dirais que nous ne sommes pas à 50% naturels et 50% culturels. Nous sommes 100% naturels, mais aussi 100% culturels. Par exemple, l'acte le plus biologique, naître, est un des plus culturels qui soit. Il y a déclaration à l'état civil, il y a baptême, il y a introduction dans la société. Mourir, dont je vous parlais, c'est l'acte le plus totalement biologique et le plus totalement culturel, avec les mythes, les rites de la mort.
Manger, ben, c'est un phénomène de commensalité, de communion avec autrui. Même l'acte le plus grossier, déféquer, bien, il y a des cabinets d'aisance, il y a du papier hygiénique. Je veux dire que tout ce qui est en nous est profondément, tout ce qui est profondément biologique en nous est en même temps profondément culturel. Les deux sont profondément agrégés et donc on ne peut pas faire deux choses séparées. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est que nous savons aujourd'hui que nous sommes intégralement des enfants du cosmos. C'est-à-dire que les particules dont notre organisme est constitué, elles sont nées peut-être dans les premières secondes de l'univers. Les atomes, notamment l'atome de carbone nécessaire à l'organisation vivante, il s'est forgé dans des soleils antérieurs aux nôtres et a été craché après l'explosion de ces soleils. Les molécules, les macromolécules nécessaires à l'organisation cellulaire, elles se sont réunies au cours d'une évolution physico-chimique et dans ce sens, vraiment, on n'est en rien différent de les autres êtres matériels. Et de plus, nous sommes intégralement vivants, comme je vous le disais tout à l'heure. Et pourtant, nous sommes devenus étrangers à ce monde et nous sommes devenus, dans un sens même, étrangers à la vie, aux autres vivants, par notre culture, par notre esprit. En évoluant, nous nous sommes dissociés au point d'avoir l'illusion, finalement, que nous étions privilégiés, qu'il y avait une création spéciale qui nous était réservée, qu'il y avait un destin spécial qui nous était réservé, et qu'on avait un avenir d'après la mort spéciale par rapport aux autres. Nous sommes effectivement devenus des tziganes dans l'univers, c'est-à-dire une petite minorité, puisque nous ne connaissons pas d'autres vivants hors de notre planète, ni d'autres humains sans doute. Et s'il en existe, ils sont sûrement rarissimes. Nous sommes effectivement perdus dans cet univers étrange. C'est évident que les soleils sont trop brûlants pour qu'on puisse vivre, et que l'espace est trop glacé, et que notre seul habitat, c'est cette petite planète. Mais cela étant dit, c'est une planète à la fois physique, biologique, et où nous sommes chez nous. Donc il faut toujours penser notre relation fondamentale avec la nature physique et biologique et notre détachement de cette nature physique et biologique. Edgar Morin, vous vous êtes lancé dans une entreprise probablement énorme, un ouvrage en 6 volumes qui est intitulé « La méthode ». Par ce titre, est-ce que vous rendez hommage à Descartes ou bien est-ce que c'est une sorte de provocation, puisqu'inévitablement, tout le monde pense au discours de la méthode? Écoutez, c'est peut-être les deux. L'hommage, dans le sens où le discours de la méthode était un discours, comme disait Descartes, pour bien guider sa raison dans les sciences. Et c'est exactement le projet qu'à mon avis, il faut reprendre, c'est-à-dire il ne suffit pas simplement de connaître ou d'accumuler le savoir scientifique, il faut le réfléchir de façon rationnelle et il faut guider sa raison. Et d'autre part, j'ajouterais que si le cogito a une importance centrale chez Descartes, pour moi, la notion que j'appelle le computo est aussi très importante. Mais cela étant dit, la méthode, ça signifie aussi, dans mon esprit, le fait que ce n'est plus à la méthode de Descartes qu'il faut se référer, parce que c'est une méthode, finalement, qui privilégie l'esprit analytique, c'est-à-dire la division de la difficulté en petites parcelles. C'est une méthode qui identifie la vérité à l'idée claire et distincte, autrement dit, dès qu'une idée ne peut pas être ni claire ni distincte, elle est fausse, et que, à mon avis, nous sommes affrontés à la complexité qui nous pose un problème qui va au-delà de l'analyse et au-delà de la clarté, sans pourtant les supprimer, les oublier ou les abandonner. Descartes, lui, commençait par la réflexion sur l'esprit. Or, vous semblez vouloir commencer par la connaissance de la nature. Est-ce que ce n'est pas déjà une manière de faire plus confiance à la science, ou tout du moins aux avancées de la science, qu'à la philosophie?
En réalité, moi je commence non pas par la connaissance de la nature, mais par la connaissance de la nature. Et je veux dire par là que ce qui m'a intéressé dans la méthode, le point de départ, c'est comment les sciences ont été obligées de renoncer à leur conception déterministe et simpliste de par leur avancée même et affronter le problème de la complexité. Et à ce moment-là, ce qui m'a intéressé, c'est ce jeu sans cesse qui va de l'esprit à la nature. Étant donné que la connaissance... Alors, du reste, moi, dès le début de mon livre, j'ai pensé que les sciences sont interdépendantes. J'ai dit dès le début que, évidemment, il faut enraciner la connaissance de l'homme dans la connaissance biologique, qu'il faut enraciner la connaissance biologique dans la connaissance physique, mais aussi qu'il faut enraciner la connaissance physique dans la connaissance historique et sociale, puisque les sciences physiques, ce sont des produits très singuliers de l'histoire occidentale, du développement de notre civilisation, c'est-à-dire que toutes les sciences sont sociales, y compris la physique, et donc, si vous voulez, toutes les connaissances sont interdépendantes. Autrement dit, mon idée clé, c'est qu'on ne peut pas isoler une connaissance de la nature qui serait objective et scientifique d'une connaissance de l'esprit qui serait subjective et philosophique. Et c'est ça, dans le fond, la différence radicale avec l'esprit, pas seulement cartésien, mais qui règne encore dans notre tradition, c'est la séparation et la disjonction. Moi, dans le fond, ce qui m'intéresse, c'est de poursuivre le travail de la connaissance pour que la connaissance puisse découvrir ses failles, ses limites et ses impuissances, comme ses possibilités. Il semble tout de même que dans votre œuvre, vous en vouliez pas mal à Descartes, sinon à Descartes lui-même, tout du moins au cartésianisme. Est-ce que Descartes n'a pas été un des premiers à tuer la nature, bien entendu, en mettant le tuer entre guillemets, à en expulser la vie? Est-ce que ce n'est pas une des fautes majeures de Descartes? Je dirais que plus profondément, ce contre quoi, dans le fond, je me suis situé, c'est cette disjonction absolue, pas seulement entre d'un côté l'esprit, la réflexion, la philosophie, la métaphysique, et de l'autre côté l'objet, la science, le déterminisme, qu'il a opéré, enfin, qu'il a formulé et qui, dans le fond, s'est opéré dans tout le processus de notre histoire de la pensée occidentale. Ce à quoi, dans le fond, je réagis, c'est cette coupure, en effet, entre l'animal considéré comme pure machine et l'homme disposant de quelque chose de plus, qui serait l'esprit. La conception de l'animal-machine mécanise totalement la vie. Or, dans ce sens, vous avez raison, il tue la vie. Mais en réalité, il la méconnaît. Il transforme tout ce qui n'est pas humain en pur objet, réservant la qualité de sujet à l'homme. Et évidemment, c'est en rupture avec cette tradition que j'ai voulu écrire. Est-ce que du même coup ne se met pas en place toute une conception techno-scientifique de la nature qui vise à sa manipulation? Ça, je crois que ça a été formulé très clairement, et par Descartes et par Bacon. Ils ont vu très 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 bien que la science allait donner un pouvoir à l'homme sur la nature, et que finalement le déterminisme n'est pas seulement le fait de faire obéir l'homme aussi à des lois absolues. Le déterminisme est une occasion pour l'homme de, connaissant les lois qui gouvernent les choses, de gouverner ces choses par l'utilisation de ces lois. Mais ce qu'il n'avait pas tout à fait prévu, c'est que la logique du système d'expérimentation, pour vérifier évidemment une théorie, était une logique de la manipulation. C'est-à-dire qu'on extrait les choses ou les êtres vivants de leur environnement naturel, on les met dans un environnement artificiel et on fait jouer sur eux un certain nombre de déterminations qui les modifient, voire les tuent. Alors,
cette manipulation qui était au service de la vérification est devenue très importante dans le développement technique et de ce que vous avez appelé justement la technoscience. C'est-à-dire que dans la technoscience, dans la technique, on étudie pour manipuler, alors que dans la science, on manipule pour étudier. Mais quand vous avez la technoscience, c'est une sorte de roue infernale qui se met en marche, et aujourd'hui, on ne sait pas si finalement c'est pas la manipulation qui est devenue le plus important que la connaissance et la recherche. C'est une course où tous les deux s'entretiennent l'une l'autre d'une façon devenue dangereuse et démente. Dans la science classique, nous trouvons bien entendu au centre la notion de déterminisme, et Laplace pousse les choses jusqu'à un déterminisme absolu. Et ce déterminisme absolu, on doit le considérer comme à la fois un rêve, un cauchemar. C'est un rêve cauchemardesque. Je veux dire que c'est un rêve dans quel sens? Dans le sens où inconsciemment, Laplace et puis tous ses successeurs, les scientifiques, les physiciens du XIXe siècle, ne se rendaient pas compte qu'en chassant Dieu, ils mettaient dans l'univers les qualités divines, c'est-à-dire l'éternité, la perfection, l'inaltérabilité. Seulement, ils ne se rendaient pas compte que cette machine était tellement parfaite, en fait, était une machine très pauvre. Elle était incapable de création et d'invention. Pour qu'il y ait de la création et de l'invention, il faut qu'il y ait du jeu, il faut qu'il y ait du désordre. Effectivement, nous savons maintenant notre univers en comporte. Alors, si vous voulez, finalement, c'est ça le cauchemar. Cet univers parfait est en même temps le plus pauvre que l'on puisse imaginer. Il va falloir faire un nouvel usage de l'idée de machine, apparemment. Oui, mais un usage nouveau qui, dans le fond, renoue avec l'ancien. Regardez La Fontaine, les auteurs classiques, ils parlent de la machine terrestre, la machine ronde. Et nous, après, l'idée de machine, on l'a transférée uniquement sur les machines artificielles que crée notre industrie. Mais l'idée de machine, moi, j'essaye de lui rendre son sens ancien. C'est toute organisation qui a un caractère actif. Je dis par exemple que le Soleil est une machine, évidemment qui ne ressemble en rien ni à un ordinateur, ni à une machine-outil de chez Renault, mais qui est organisée, c'est-à-dire qui maintient son équilibre entre l'explosion et l'implosion, et qui est capable de faire fonctionner cette autre machine qu'est le système solaire. Donc, à mon avis, dans le sens que je le donne, nous devons réhabiliter le mot de machine en lui enlevant le sens mécanique que pouvait donner un Descartes et que lui a donné notre vision industrielle moderne. Oui, donc le Soleil est une machine, mais tout à l'autre bout, on peut dire de l'homme qu'il est également une machine. Exactement, dans ce sens-là, mais pas dans le sens où Descartes parlait d'animaux-machines. Nous sommes des machines auto-éco-organisatrices, comme je dis, c'est-à-dire qui s'organisent d'elles-mêmes avec l'aide de l'environnement. Et cette idée, et c'est ça la différence radicale entre les machines artificielles et les machines vivantes. De même, les machines artificielles ne peuvent pas tolérer le désordre. Elles s'arrêtent ou elles se détraquent. Un moteur, disons, commence à se dégrader dès qu'il se met en service, alors qu'une machine vivante peut au contraire tolérer du désordre, l'utiliser et se développer comme le font les êtres vivants. Donc vous voyez qu'il y a deux notions tout à fait différentes de machine, machine naturelle, machine artificielle. Est-ce que, donc au-delà de cet univers mécaniciste que vous semblez récuser, est-ce qu'il ne faudrait pas donc réenchanter l'univers, revenir à une conception grecque de la nature, à la fameuse physis des Grecs? Ben, vous savez, je crois que l'idée de physis des Grecs que j'ai reprise, c'est pour montrer que sous le mot physique, il y a quelque chose de profond qu'exprime le mot physis, ce qui naît. Ce qui naît. Cette capacité de donner naissance à des forces nouvelles. Je crois que c'est ça qui est, je dirais, émerveillant dans la nature. Bon,
Je crois que la nature a été désenchantée, comme on dit, parce qu'on a chassé les dieux, les génies, les lutins, les fées, les elfes, etc. Bon, les âmes. Bon. Mais, à mon avis, elle est émerveillante. C'est-à-dire qu'on voit comment, à partir d'une boule de feu, par exemple, s'est créé un univers d'une complexité inouïe, notamment avec l'apparition de la vie et de l'être humain, qu'à partir de cette danse de particules arrivent les symphonies de Beethoven ou les œuvres de Mozart. Donc, il est clair que toute l'histoire du monde, de la vie et de l'humanité est absolument émerveillante, mais elle n'est pas enchantée, elle n'est pas toujours enchantante. Descartes, encore lui, est-ce qu'on doit l'appeler maître d'erreur et de fausseté? Est-ce qu'il est fauteur de simplification, là même où il faudrait penser la complexité? Bon, vous savez, tout grand penseur a des zones d'intuition géniale et des zones d'aveuglement ou d'obscurité. Bon, Descartes est très symbolique parce qu'effectivement, dans l'histoire de notre pensée européenne, c'est lui-même qui a bien formulé le principe que j'appelle de simplification, c'est-à-dire il oblige, disons, il a posé ce que j'appelle un paradigme, c'est-à-dire un principe qui gouverne la pensée, il oblige devant un problème complexe ou bien à disjoindre, c'est-à-dire à séparer et à empêcher toute communication, comme je vous l'ai dit, entre l'homme biologique et l'homme culturel, ou bien à réduire, c'est-à-dire vous allez réduire le complexe au simple, vous allez réduire le biologique au physique et l'humain au biologique. Et c'est dans ce sens-là, si vous voulez, que c'est un fauteur de simplification. Est-ce qu'il n'y a pas chez vous, malgré tout, une sorte de projet parallèle à celui de Descartes? Descartes cherche à construire une mathématique universelle, et d'une certaine manière, est-ce qu'on ne trouve pas chez vous une sorte de biophysique universelle? Je ne pense pas. Moi je suis beaucoup plus dans l'idée, non pas de cette idée architecturale de mathématiques, mais dans cette idée musicale de boucle et de spirale. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est, comme je vous l'ai dit pour la boucle des sciences, où chacune se renvoie à l'autre, c'est une boucle des connaissances. Moi, si je prenais pour emblème, mon emblème, c'est la spirale ou c'est le tourbillon. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un tourbillon? Un tourbillon naît de la rencontre de flux contraires. C'est vous voyez ce qui se passe dans l'atmosphère. Des vents contraires, à un moment donné, s'unissent et donnent une forme relativement stable, dotée d'une très grande énergie. Et ce tourbillon-là, à mon avis, est une image symbole, parce que comment se sont formés les soleils, des tourbillons qui se sont concentrés. Qu'est-ce que c'est que finalement vivre sur le plan physiologique? Notre organisme, ben, c'est le tourbillon, n'est-ce pas, où notre sang fait le tour de notre organisme et redevient et se détoxifie à chaque passage. Bon, alors, cette forme où, en quelque sorte, le serpent se mord la queue, où ça tourne, mais jamais pour revenir exactement au même point de départ, mais en évoluant, pour moi, c'est ça, finalement, la grande image. Et non pas une image d'une mathésis. Ce serait beaucoup plus, si vous voulez, la fugue, la sonate ou la symphonie. C'est ça, donc il y a un recours constant d'ailleurs dans vos œuvres aux figures de la boucle ou de la rétroaction. Est-ce que la cybernétique n'a tout de même pas été une des approches scientifiques qui vous a profondément inspiré? Oui, c'est-à-dire que là aussi j'ai une attitude double. Je pense qu'il y a eu un apport absolument fécond avec cette idée de rétroaction,
mais que le cybernétisme, une conception close de la cybernétique, est évidemment une idée simplifiante. Alors qu'est-ce qui est très important? Je crois que c'est la rupture avec la causalité linéaire. Jusqu'à présent, on disait, bon, une cause détermine tel effet. Et avec l'idée la plus simple de la cybernétique, comme je ne sais pas, moi, un appareil de chauffage central pour un certain nombre de pièces, vous avez le thermostat, et alors le thermostat, c'est, si vous voulez, ce qui permet que l'effet, c'est-à-dire une certaine température, rétroagisse sur la cause, c'est-à-dire soit stimule la chaudière, soit au contraire l'arrête. Et une fois que vous avez créé ce circuit, disons, où la cause, où l'effet devient lui-même causal de la cause, vous créez l'autonomie thermique d'une pièce, vous créez de l'autonomie. Et donc ce concept d'autonomie dont nous avons parlé. Et nous avons même ce phénomène où c'est le froid extérieur qui détermine la chaleur intérieure. Donc vous avez une rupture de toutes les causalités extérieures et linéaires. Et moi j'ajoute à cette idée de rétroaction l'idée beaucoup plus importante de récursion qui correspond au processus autoproducteur et auto-organisateur. Une récursion, c'est quand l'effet devient lui-même producteur de la cause, où le produit devient à son tour producteur de ce qu'il produit. Et ça, nous avons l'exemple, par exemple, dans le domaine de l'organisme vivant. Nous sommes les produits d'un processus de reproduction sexuelle, mais nous sommes en même temps les producteurs de ce processus que nous allons continuer en nous accouplant avec quelqu'un d'autre. Nous sommes des produits et des producteurs. On peut dire que la société est le produit des interactions entre individus, mais cette société, avec sa culture, avec ses normes, revient sur les individus et les produit à son tour. Et on peut dire que la récursion explique toute organisation complexe. Et c'est pourquoi je crois que la rupture avec la causalité simple et linéaire est une conquête fondamentale de la pensée complexe. Vous voulez également travailler avec les notions d'incertitude et de contradiction. Qu'est-ce qu'il va falloir faire de notre bonne vieille logique européenne? Tant qu'on peut l'utiliser dans des domaines limités et simples, c'est très bien, mais dès que nous arrivons à certaines zones profondes de l'univers, nous avons rencontré la contradiction. Par exemple, quand on a plongé dans la structure microphysique, on a trouvé une contradiction entre le corpuscule et l'onde pour caractériser la particule. Nous avons beaucoup de domaines où nous devons affronter les contradictions. La vie, finalement, c'est quelque chose qui se fait à la température limite de sa destruction. Il y a une contradiction entre le fait que nous sommes des êtres qui appartenons à une lignée qui se poursuit dans le temps et des individus qui vivons pour nous-mêmes dans le moment éphémère. Et donc, l'affrontement de la contradiction, quand elle est rationnellement postulée, est une nécessité de la pensée. Ça, c'est une chose. Quant à l'incertitude, nous y sommes contraints. Nous savons que nous n'avons pas de lois qui peuvent maîtriser tous les phénomènes. L'action, c'est une stratégie dans un monde d'incertitude. Et aucune futurologie ne peut nous prédire le développement de l'histoire future. Alors, ce qui est important, ce n'est pas tant de reconnaître une zone de contradiction et une zone d'incertitude, c'est d'être capable de travailler par la pensée dans l'incertitude et dans la contradiction. Vous luttez également contre ce qu'on pourrait appeler le mauvais usage des grandes oppositions conceptuelles ou encore des grandes disjonctions. Est-ce que ces oppositions sont radicalement fausses ou est-ce que, bien plutôt, il faudrait s'en servir mieux? Moi, je crois que nous ne pouvons pas nous passer d'opposition, mais nous pouvons nous passer de disjonction, c'est-à-dire d'incapacité de les faire communiquer. Moi, dans ma notion de dialogique, je montre que des idées antagonistes peuvent s'entreféconder et être complémentaires. Par exemple, dans la conception de la culture européenne moderne que je défends,
Je dis qu'il n'y aurait pas eu de culture européenne s'il n'y avait pas eu à un moment donné conflit entre la source grecque, où dans le fond c'est la nature, qui est le mystère essentiel, la physis justement, et où en quelque sorte c'est la raison qui est le juge suprême de l'univers et qui permet à la fois la démocratie, où ce sont les citoyens qui gouvernent la cité et où les dieux ne le gouvernent pas mais la protègent, et la conception judéo-chrétienne, où au contraire c'est Dieu, l'inspirateur de toutes choses, le créateur de l'univers, et évidemment qui a créé l'homme à son image. Or, du conflit entre la conception judéo-grecque non plutôt judéo-chrétienne et gréco-latine, dans le fond, sont issus l'humanisme moderne, sont issus la science moderne, sont issus le rationalisme moderne, et il y a eu des interpénétrations entre l'un et l'autre. Et moi, je crois que ce qu'il faut voir, c'est comment des antagonismes, dans certaines conditions, peuvent être producteurs. Et la question n'est pas de se demander si c'est, par exemple, la démocratie moderne où l'humanisme est le produit des Grecs et pas celui des judéo-chrétiens, ou des judéo-chrétiens et pas celui des Grecs, il est produit de leur dialogique. Voilà quel est mon point de vue, et point de vue que je peux généraliser à d'autres problèmes. Vous semblez par ailleurs déceler, c'est un autre angle, disons, sur votre œuvre, là que je voudrais aborder, une certaine intelligence de la pensée mythologique. Quels sont les mérites de cette pensée mythologique? Est-ce qu'il faut militer pour une raison plus ouverte, plus tolérante, qui soit moins, disons, rejetante de cette pensée mythologique? Écoutez, mérite, vous savez, on ne distribue pas tellement des mérites. Je crois que nous ne pouvons pas nous passer de mythes, et les mythes sont consubstantiels à l'humanité. À la même source, disons, il y a mythos, n'est-ce pas, le monde du mythe, et le logos, le monde de la raison, c'est-à-dire de la logique. Là-dessus, le monde des mythes est mystérieux. La vérité qu'ils possèdent en eux est très difficile à détecter, mais nous sentons qu'à travers leurs métaphores, ils nous parlent de quelque chose que le langage clair et logique ne peut pas nous dire. Ceci est un point. D'autre part, la rationalité, moi je suis tout à fait pour la rationalité, est incapable d'enfermer le monde dans une conception cohérente, et elle doit rester ouverte, c'est-à-dire dialoguer avec l'irrationalisable. Alors, étant donné que nous avons ces deux univers, celui du mythe et celui de la rationalité, ils doivent tenter de dialoguer, ou plutôt la rationalité doit tenter de dialoguer avec l'univers du mythe. Et je dirais même que dans notre vie, nous devons le faire. Par exemple, on ne peut pas se passer de mythe. Mythe veut dire non pas tellement à la façon ancienne, croyance en des dieux, ou croyance même au salut religieux. Nous pouvons être guidés par le mythe de la vérité ou le mythe de l'amour, c'est-à-dire croyance dans le fond qu'il faut chercher la vérité ou que l'amour est bon. Eh bien, nous devons être capables de savoir que ce sont des mythes tout en étant nourris par ses propres mythes. Alors moi, je voudrais un nouveau type de dialogue avec les mythes. Est-ce que les nouvelles sciences, tout du moins la conception nouvelle de la science par opposition à la science classique, est-ce que ces nouvelles sciences donc, nous ouvrent des perspectives vers ce qu'on pourrait appeler une nouvelle morale ou même une nouvelle politique? Bon, tout d'abord, je voudrais préciser que ce que j'appelle nouvelles sciences, ce sont les sciences qui sont fondées sur un type nouveau. Par exemple, l'écologie comme science n'est pas une discipline classique qui isole un objet et le sépare des autres. Au contraire, elle prend les écosystèmes, c'est-à-dire les interactions entre tous les êtres vivants, végétaux, animaux, unicellulaires, et les conditions météorologiques, géographiques, géologiques. Et donc, ce qu'elle étudie, c'est la façon dont s'organisent spontanément ou se désorganisent ces écosystèmes qui, ensemble, font la biosphère. Alors que, disons, la biologie traditionnelle en discipline détruit l'idée de nature, et même à la limite l'idée d'homme,
puisqu'on ne voit plus que des molécules, des comportements, etc., l'écologie reconstitue l'idée de nature. De même, je dirais que la nouvelle astrophysique a fait ressusciter la cosmologie. Au début de ce siècle, il n'y avait plus de cosmos, il y avait une sorte d'univers, d'une étendue comme ça, sans fin, livré à l'espace-temps. Et puis, brusquement, on dit notre univers est tout à fait singulier, il a des propriétés singulières, il est né d'une façon singulière à partir de ce qu'eux-mêmes appellent une singularité, et il se développe d'une façon dont on ne connaît pas exactement l'avenir, mais qui elle-même sera singulière, c'est ou bien le retour, la rétraction, ou bien la dispersion. Donc, le monde est ressuscité, donc nous pouvons reprendre le vieux problème classique des philosophes et en général de tout homme, n'est-ce pas, qui réfléchit sur lui-même. Qu'est-ce que l'homme dans la vie, dans la nature et dans le monde? Donc nous pouvons faire dialoguer nos questions et nous pouvons faire dialoguer notre morale. À mon avis, nous avons beaucoup à réfléchir sur la morale, mais non pas à inventer une nouvelle morale. D'abord, une morale, ça ne s'invente pas par un décret. Mais à partir du moment où nous savons, par exemple, que si nous détruisons la nature de façon inconséquente, aussi bien par des destructions que par des pollutions, nous en sommes nous-mêmes atteints et nous sommes obligés de rénover notre éthique, non seulement de sauvegarde de l'humanité, mais je dirais même de solidarité à l'égard du monde animal et du monde vivant. Et je crois aussi que, du point de vue cosmologique, nous pouvons nous reposer notre problème de notre situation dans un univers qui ne nous donne pas de sens, qui n'a pas un sens inscrit en lui, c'est-à-dire à nous de nous forger un sens et d'élire nos valeurs et d'élire notre morale. Donc je crois que ces sciences nouvelles permettent le dialogue entre les connaissances et nos perspectives et nos besoins moraux et politiques, alors que les sciences disciplinaires de type traditionnel empêchent tout dialogue. Vous pensez que l'idée de solidarité n'a pas, jusqu'à présent, été mise assez au centre des perspectives politiques? Pour vous, elle semble particulièrement importante. Elle a une signification qui déborde, enfin, sa signification convenue. Il y a deux choses. Bon, la première, c'est que je prends au sérieux la devise liberté, égalité, fraternité. Je la prends comme un de nos mythes profonds, un des miens en tout cas. Mais je considère que cette formule est aussi complexe que la formule de la Trinité dans la théologie catholique, parce que liberté, égalité, fraternité, ça ne s'additionne pas. Elles sont parfois contradictoires. Si vous faites rien que de la liberté, vous détruisez l'égalité et la fraternité. Si vous ne faites que, si vous voulez imposer l'égalité, vous détruisez beaucoup de liberté. Et la fraternité, malheureusement, ça ne se décrète pas par une volonté gouvernementale. Donc voici trois notions clés. Et je crois que nous sommes dans une société, dans une évolution, où le phénomène de l'urbanisation du monde actuel n'a pas seulement développé l'individualisme, mais a développé l'atomisation des individus qui sont de plus en plus isolés. Les vieilles formes de solidarité locale, familiale, du temps de la grande famille, n'est-ce pas, avec les grands-parents, les oncles, etc., ce temps est révolu. Et dans les grandes villes, vous avez affaire à la solitude. Quelqu'un tombe dans la rue, personne ne va le ramasser, on dit ben, c'est aux flics, c'est aux pompiers, etc. C'est pas à moi, je suis trop pressé, etc. Bon. Autrement dit, chacun se décharge du souci de solidarité, on le reporte aux grandes instances qui le font, mais qui le font à leur façon bureaucratique et anonyme. Alors, il y a un besoin de fraternité,
c'est-à-dire de solidarité dans notre société. Des nouvelles solidarités n'ont pas pris la place des anciennes. Alors ça, c'est un besoin. La deuxième chose, c'est que quand on a affaire à une société très, très complexe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une société très complexe, c'est une société où il y a beaucoup, apparemment, de désordre, c'est-à-dire beaucoup de liberté pour les individus et pour les groupes. Bien entendu, il y a des règles communes qui sont édictées par l'État, etc. Mais la complexité permet en quelque sorte de réduire ces règles coercitives pour donner plus de liberté. Mais à la limite, l'extrême complexité désintègre la collectivité, puisqu'il n'y a plus que des éléments libres, et finalement, il n'y a plus là ce qui les relie. Autrement dit, il y a un moment où l'excès de complexité se détruit lui-même. Alors, quel est le remède? Bon, vous avez le remède classique, l'autorité. Vous avez le deuxième remède, qui est un ennemi extérieur qui va souder la collectivité. Mais fort heureusement, n'est-ce pas, nous n'avons plus d'ennemis héréditaires à notre disposition. La troisième nécessité, c'est un sentiment de solidarité vécu intérieurement par les membres. Autrement dit, je dirais que la solidarité, la fraternité, ce sont des nécessités internes de la complexité si elle veut vivre. Donc voici deux raisons, si vous voulez, l'une mythologique dans le sens noble du terme, et l'autre littéralement organique, qui font que la solidarité doit jouer un rôle crucial aujourd'hui. Bon, ce XXe siècle, c'est encore l'âge de fer, à votre avis. C'est-à-dire que la préhistoire n'est pas finie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire? Oui. Bon, tout d'abord, l'ère planétaire commence en 1492 avec la découverte de l'Amérique. Et au bout d'un siècle, pratiquement toutes les parties de la diaspora humaine qui avaient perdu le contact entre elles depuis des dizaines de milliers d'années se trouvent désormais en connexion. Et il se crée quelque chose de commun. D'abord, le tissu commun, le premier, c'est le tissu microbien. N'est-ce pas? Les microbes de l'Amérique vont se ruer sur l'Europe, mais en réciproque, les microbes européens vont se ruer sur l'Amérique. Mais il n'y aura pas simplement cet échange microbien, il commencera à y avoir des échanges, des métissages, du commerce. On peut dire que toute l'histoire depuis cette époque, c'est le renforcement des interactions et des solidarités de la planète. Aujourd'hui, quelque chose qui se passe en Iran a des répercussions immédiates sur le monde entier. Un crack à la bourse à New York, ça n'a rejailli pas seulement sur la bourse à Paris, mais les effets économiques ont lieu aussi dans les fins fonds de l'Afrique. Enfin, il y a une solidarité planétaire de fait. Et pourtant, c'est l'époque des pires déchirements. Il y a eu les 2 guerres mondiales du siècle, il y a le fait que les conflits, les sources de conflits ne cessent d'être actives et des conflits ne cessent de se rallumer, et l'humanité n'est pas encore prête à reconnaître, à tirer les conséquences de cette solidarité de fait. C'est pour ça que nous sommes dans l'âge de fer planétaire, dans l'âge barbare de la planète, où ce tissu, n'est-ce pas, mais à travers le crime, le sang, le désastre, le racisme, ce tissu commun. D'autre part, je dis que nous sommes à la préhistoire de l'esprit humain. Beaucoup avaient cru qu'on arrivait à l'accomplissement de la connaissance humaine, de la raison, de la science, etc. On se rend compte aujourd'hui que la physique doit recommencer son cycle. On se rend compte que la biologie n'en est qu'à ses balbutiements. On s'est rendu compte que la psychanalyse est un pauvre bégaiement après avoir découvert un gouffre intérieur. On se rend compte encore qu'on connaît très peu de nous. Et on se rend compte aussi qu'il nous faut repenser notre mode de pensée, que, comme disait Einstein, peut-être 15% des capacités de notre esprit sont utilisées, mais même cette image d'Einstein est très simpliste parce qu'il fait comme si on pouvait donner un pourcentage. Moi, je suis persuadé que nous avons une machine absolument géniale qu'est le cerveau, qui n'en est qu'encore qu'à bégayer. Donc, nous sommes dans la préhistoire de l'esprit humain. Mais, cela étant dit, je crois que nous pouvons ajouter quelque chose. Moi, je pensais, dans les années 50, où je faisais la revue Argument, on avait mis notre revue sous l'emblème de l'idée de la pensée planétaire. Ça veut dire quoi? Nous ne pouvons plus penser quoi que ce soit isolément.
Et c'était une réaction contre la pensée hexagonale, n'est-ce pas? C'est pas seulement qu'il faut penser dans le cadre de l'Europe, il faut penser dans le cadre de la planète. La pensée doit avoir toujours l'horizon planétaire. Il y a une deuxième chose aussi qui, à mon avis, se conjoint avec cette pensée planétaire, c'est l'idée que désormais la Terre est un système vivant, comme le montre bien l'essence de la Terre, que la biosphère a sa propre réalité, et que dans ce cadre-là, nous avons un problème vital pour nous humains à réguler tous les processus qui risquent d'être destructeurs, qui concernent la déforestation, la couche d'ozone en Antarctique et l'Arctique, l'effet de serre, et toutes les multiples pollutions et dégradations que crée notre déferlement industriel. Donc nous avons ce problème au niveau planétaire qui est le problème écologique, et nous avons aussi fait cette découverte importante à partir de l'astrophysique, c'est que la Terre est notre seul habitat possible pour nous. Bien entendu, on peut vivre artificiellement dans des capsules, mais ce sont pour des voyages, pour des postes d'observation, mais en réalité, l'espace est trop glacé, nous nous transformerons en blocs congelés pour l'éternité, et les soleils sont trop brûlants, nous nous transformons immédiatement en poussière, en fumée, disons, n'est-ce pas? Alors, entre le cristal et la fumée, on a cette petite maison-là, n'est-ce pas? C'est, comme disent les Allemands, Heimat, pour dire leur patrie, n'est-ce pas? Home, comme disent les Anglais. C'est la seule chose vivable pour nous, avec ses fleurs, avec ses plantes, avec ses animaux, avec sa variété. Et d'où l'idée, à mes yeux capitale, de terre-patrie. Parce que c'est dans l'idée de terre-patrie que nous rejoignons l'idée, la conscience, disons, de l'âge de fer planétaire, de l'ère planétaire, de la pensée planétaire, du problème écologique mondial, de l'unité du système terrestre dans l'univers, et notre volonté d'arriver peut-être à cette nouvelle naissance de l'humanité.